Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récap info sur Télé Grenoble. Chaque week-end, ceux qui font l'actu viennent la commenter sur notre plateau. Ensemble, nous égrenons la semaine écoulée. Femme de caractère, forgée par les convictions et les épreuves de la vie, elle est cassante et perso pour les uns, dynamique et à l'écoute pour les autres. Tous en tout cas reconnaissent son franc-parler. Elle dit d'ailleurs en avoir marre des discours formatés. Maire et conseillère régionale, elle rêve d'un mandat parlementaire. C'est raté pour le Sénat. Qu'à cela ne tienne, la voilà en course pour le Palais Bourbon. Candidate déclarée aux législatives, sera-t-elle pour autant investie? Marie-Christine Tardy est cette semaine l'invitée du Récap Info. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le maire UMP de Mélan, conseillère régionale à la région Rhône-Alpes, maire élu en 2001, puis réélu en 2008. Vous aviez à l'époque loupé l'élection au premier tour pour quelques voix. Hein. Oui. 98 voix, je crois, si je me souviens bien. Tout à fait, sur 4 listes, donc j'ai préféré faire 53% en triangulaire. Alors vous êtes né au Maroc, à Casablanca, l'aîné d'une famille de 7 enfants. Oui, tout à fait. C'est là que vient le caractère, non? Le caractère bien trempé dont je parlais. Mes parents, mes grands-parents, des deux côtés, sont des entrepreneurs. On nous a toujours appris à ne compter que sur soi. Et je crois qu'on nous a élevés pour être des acteurs de la vie. Voilà. Arrivé en France en 66, dans la Drôme. Oui, à Valence. Et puis à Grenoble un peu plus tard, c'était en 76. Oui. À quelle occasion? Eh bien, mon mari ayant trouvé une association dans un cabinet d'architecture, nous sommes arrivés à Mélan, en effet, en 1976. Et notre première habitation se situe à Mélan. Et donc, maire de Mélan aujourd'hui, vous aviez donc 20 ans dans les années 70. Pour vous, c'est l'époque des études de langue à Paris. C'est la question traditionnelle que je pose à mes invités. Quels souvenirs vous gardez de vos 20 ans? Écoutez, les souvenirs se magnifient, surtout dans ces périodes-là. Et mes 20 ans, c'était également la préparation de mon mariage au-delà des études, parce que je me suis mariée très jeune, à 21 ans. Ce que je ne regrette pas, puisque j'ai 40 ans de mariage. Et j'ai voilà, donc une vie étudiante sympathique. Malgré tout, je travaillais pour financer mes études. Mais bon, c'était beaucoup d'insouciance, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de partage dans un monde certes moins difficile qu'aujourd'hui, mais où nous étions déjà très impliqués, puisque je vous dis, je travaillais. Vous avez vécu mai 68 comment? J'ai vécu mai 68 à l'étranger. J'étais en Angleterre. Donc à distance. À distance, on nous disait qu'il coulait autant de sang dans les rues de Paris qu'au moment de la Révolution. Donc oui. J'étais un peu inquiet, puis après on a été rassurés. Alors vos débuts en politique, c'est plus tard, dans les années 80, en coulisses, derrière Guy Cabanel, qui était à l'époque candidat au cantonal. Tout à fait. Et je l'ai rencontré à l'occasion d'une réunion de parents d'élèves, puisque je présidais une association de parents d'élèves dans une école publique. Et là, à la sortie de la réunion, je suis allée le remercier de son intervention. Et il m'a dit, écoutez, vous me paraissez dynamique et j'aimerais bien que vous puissiez m'aider à conduire cette campagne décantonale. Alors, je lui avais demandé en quoi ça consistait. Il m'avait dit en tractant et en applaudissant aux réunions publiques. Alors, j'ai dit, écoutez, jusque-là, c'est pas très difficile, j'y vais. Il a gagné. Et l'année suivante, il a souhaité se présenter aux élections municipales et il m'a demandé de rentrer dans l'équipe. Me chargeant du travail préélectoral dans le domaine scolaire et ayant été élue, il m'a nommée adjointe aux affaires sociales. Mais quelques temps après, j'ai eu le secteur du scolaire et le secteur du social. Donc le travail préalable m'a aidé. Bon, ça fait un mandat à ses côtés. Hein. 2 mandats. Oui, 2 mandats à ses côtés. Oui. Puis la perte de la municipalité par la droite. Oui. Jean-Xavier Boucher, le socialiste maire de Mélan, pour 1 mandat. Et vous avez réussi à reconquérir cette mairie. Oui, tout à fait. C'était en 2001. C'était en 2001. Et après, il y a eu 2008. Alors aujourd'hui, c'est un autre combat qui va vous intéresser, un autre combat électoral, puisque au lendemain des sénatoriales, il y a quelques jours à peine, vous avez pris tout le monde de court, votre propre camp notamment, en annonçant votre candidature aux législatives de juin prochain sur la première circonscription, celle qui est actuellement détenue par la socialiste Geneviève Fioraso. Un départ précoce pour mettre vos éventuels concurrents KO au pied du mur? Non, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Donc voilà, j'ai lancé cette candidature. C'était en effet le soir des élections sénatoriales. Michel Savin avait gagné. Il était parti également en campagne relativement tôt, mais avec détermination,
avec le souci d'être sur le terrain et d'écouter les gens. Et c'est dans cet esprit-là que je me lance dans cette campagne législative, en me disant que si Michel Savin a réussi à remarquer le territoire pour notre famille de pensée, eh bien c'est le signe qu'il faut continuer et à marquer ce territoire et à remporter d'autres élections. Donc j'y vais confiance et avec cette détermination. Alors lui, il est parti au sénatorial sans l'investiture officielle de l'UMP. Vous, aujourd'hui, vous êtes candidate à l'investiture de votre famille politique. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que l'UMP Isère, l'UMP en général, vous choisira, vous ? Écoutez, l'UMP nous dit à chaque élection qu'il faut respecter la parité, qu'il faut mettre des gens ayant une connaissance du terrain, ayant une expérience dans le domaine. Eh bien, je pense que je l'ai. Aux côtés de Guy Cabanel, nous avons aussi appris ce que c'était que le métier de parlementaire, ou la fonction de parlementaire, pardon, puisqu'il a été député et sénateur. Donc, je sais également à quoi je m'attends et à quoi je m'expose en termes de travail. Évidemment, cela me passionne, donc voilà, j'ai exprimé mon souhait d'y aller. Alors, Jean-Claude Perrin, votre premier adjoint à Mélan, qui est aussi conseiller général du canton et président de l'UMP Isère, a sans doute aussi l'intention de solliciter l'investiture. Comment ça va se passer ? Écoutez, les candidats solliciteront Paris pour cela et Paris choisira. C'est un nouveau bras de fer entre vous qui s'annonce ? Donc, écoutez, Jean-Claude Perrin est mon 4e adjoint en charge de l'urbanisme, avec qui nous travaillons parfaitement bien, en harmonie. Nous venons de faire adopter le PLU, et ça s'est passé en cordialité et en bonne intelligence, avec des objectifs communs partagés. Donc, je ne suis pas du tout en rivalité avec Jean-Claude Perrin. S'il souhaite être candidat, il fera sa candidature à Paris, et que peut-être que d'autres aussi dans la circonscription souhaitent être investis et candidateront de la même manière. Vous avez dit quoi qu'il en soit que ce ne serait pas la guerre. Non, pourquoi la guerre? Je trouve que la guerre n'avantage jamais ceux qui la conduisent, mais au contraire ceux qui la regardent. Donc il n'est pas question de faire la guerre pour aboutir à une situation qui est celle que nous n'aurons pas choisie. Et que nous ne voulons pas surtout. Donc si vous n'avez pas l'investiture, vous ne partirez pas en dissidente. Et on verra ce qui se passera d'ici là. Alors sur Geneviève Fioraso, l'actuelle députée de la circonscription, vous dites elle oublie toute une partie de la circonscription et notamment votre canton de Mélan. Je pense qu'elle elle oublie en effet, je dirais pas toute une partie, mais la circonscription. Il m'arrive d'aller de temps en temps en ville, voire régulièrement. Hier encore, j'y étais, et les commerçants m'ont dit combien ils étaient inquiets sur les problèmes de sécurité. J'ai rencontré 2 commerçantes qui venaient de se faire racketter d'un certain nombre pour l'une de sacs, de l'autre de vêtements. Et elles m'ont dit, nous avons vu que vous étiez candidate et nous sommes heureuses parce que nous, ici, nous n'avons jamais personne à qui parler, à qui nous confier et à qui exprimer notre mécontentement. Donc vous êtes une femme de proximité et nous sommes heureuses de vous voir parce que depuis que nous avons des soucis, elles n'étaient pas la première puisque dans la rue c'était les 3e ou 4e, c'est la première élue qu'elle voyait. Et je ne suis pas élue de Grenoble, je suis élue de Mélan. Donc je me dis qu'il y a un réel déficit de proximité, il y a un réel déficit de prise en compte des soucis quotidiens des gens. Et ma candidature s'inscrit dans un souci de proximité, d'écoute. Depuis 10 ans, je suis maire de Mélan. Depuis 10 ans, je côtoie des familles. Certaines sont en difficulté, je les écoute, je regarde de quelle manière on peut les aider, à la fois sur le domaine de l'enfance, sur le domaine de la personne âgée, sur le domaine de l'adolescence. Et ce dont ont besoin les gens, c'est d'une écoute et d'une réactivité, et de gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Ce que ne fait pas Geneviève Fioraso. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais d'après ce que j'entends, il manque cette proximité-là et cette écoute. Donc on rappelle que cette première circonscription de l'Isère, elle a été successivement détenue par Alain Carignon au départ, Richard Cazenave ensuite, puis Geneviève Fioraso. D'ailleurs à la dernière législative, si je me souviens bien, au 2e tour, vous aviez appelé à voter Geneviève Fioraso. J'ai souhaité qu'on tourne la page sur un certain nombre de problèmes de l'époque. Aujourd'hui, c'est le passé, on n'y revient pas. Et je souhaiterais que cette première circonscription revienne à la droite, de manière à ce qu'il y ait à la fois un contrepoids dans cette agglomération, parce que des agglomérations monocouleurs, c'est jamais bon pour personne, et d'autre part, pour que une voix différente, des idées différentes soient portées, soient entendues et soient débattues. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Allez, Marie-Christine Tardy, on va revenir sur pas mal de sujets concernant directement votre commune de Mélan dans un instant. On évoquera notamment ce fameux PLU, le plan local d'urbanisme, sur lequel vous travaillez ardemment en ce moment. Mais on va commencer notre survol de la semaine. On débute par le week-end dernier. Samedi, un détenu retrouvé mort dans sa cellule à Vars. La veille, il avait été placé en détention provisoire. L'homme de 51 ans, appartenant à la communauté des gens du voyage, avait été interpellé quelques jours auparavant avec 8 autres personnes dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic d'or à destination de la Belgique. Et puis un bureau de tabac attaqué à la voiture bélier à Vorep. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Des malfaiteurs ont jeté un véhicule dans la devanture du magasin avant de faire main basse sur un stock de cartouches de cigarettes et sur le fond de caisse. Ils ont pu s'évaporer. Et puis le week-end dernier, quand même, c'était aussi le fameux premier tour de la primaire PS, Hollande, Aubry, Montebourg. C'est le tiercé dans l'ordre qui est sorti des urnes. Dans notre département de l'Isère, l'avance de François Hollande est bien timide, puisqu'il a recueilli 36% des suffrages contre 34% à Martine Aubry. Et avec 19%, Arnaud Montebourg s'impose là aussi en arbitre. À Grenoble, la maire de Lille arrive même en tête. En Isère, on précise que 55 500 votants se sont exprimés pour ce premier tour. Voyez ce reportage au QG du Parti Socialiste, installé pour l'occasion au Stade des Alpes. C'était dimanche dernier. Il faut ramener les choses en proportion. Il y a de l'ordre de 2500 adhérents du Parti Socialiste. 50 000 citoyens ont décidé de se déplacer. Non, nous sommes vraiment heureux de ce résultat. C'est une belle consultation démocratique. Je suis vraiment heureux qu'un millier de personnes, tous des bénévoles, ce matin à 8 h, ou à 7 h, se soient levés pour installer leur bureau. Ils ont tenu leur bureau de vote toute la journée et ils ont veillé à un scrutin absolument exemplaire, transparent. Et d'ailleurs, aucun représentant de candidat dans le département n'a fait de réserve sur les votes, à ma connaissance. Rien de sérieux. Il n'y a vraiment aucun soupçon de non-respect des règles. Alors maintenant, il y a un deuxième tour, donc il y a encore bien du travail cette semaine. Alors, on vous rappelle qu'on enregistre ce récap info le vendredi après-midi, donc 2 jours avant ce deuxième tour qui aura lieu dimanche. Deuxième tour des primaires à gauche pour lequel, évidemment, les jeux restent complètement ouverts entre Martine Aubry et François Hollande. Réaction des principaux soutiens aux candidats en Isère. Jamais de confiance dans les élections, puis Martine, je suis socialiste comme elle, hein, donc je veux dire, on n'est pas ennemis. Mais évidemment que je préférerais que ce soit François Hollande et je ferai tout ce que je pourrais pour que ce soit François Hollande. Ce soir, le résultat montre que les choses sont très ouvertes. Mais la confiance, elle ne pourra naître que de la manière dont cette semaine, et les débats et la mobilisation va pouvoir se faire. Je crois qu'il faut continuer cette bataille de la mobilisation au service d'un deuxième tour réussi et d'une victoire face à Sarkozy. Dès le premier débat, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas, qui ont pris contact avec moi pour nous rejoindre. Certaines sont aujourd'hui déléguées dans le Montebourg, dans l'Isère. Il y aura un rôle d'arbitre de toute manière. Maintenant, il faut attendre de savoir ce que vont proposer les deux candidats, qui reprend notre programme ou pas. Et de là, peut-être qu'on pourra choisir. On va me dire que c'est une grosse claque. Clairement, c'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est pas le retour qu'on avait eu quand on a fait campagne dans les quartiers populaires. Mais voilà, c'est le jeu démocratique. Nous, on a voulu les primaires. Les primaires sont là, elles nous ont pas été favorables. C'est le jeu. L'avenir, c'est que le 16 octobre, on sera tous derrière le ou la candidate qui sera désignée. Voilà, une claque pour Ségolène Royal au premier tour. Ségolène Royal qu'on a vu en larmes dimanche dernier. Ça vous a fait quel effet ? Écoutez, elle a exprimé en effet peut-être sa lassitude en pleurant et puis sa déception. C'est jamais drôle de perdre. Nous avons perdu une fois, vous le disiez tout à l'heure, en 95, à Mélan, à 18 voix. Et c'est pas marrant du tout. Et c'est dur une campagne électorale ? C'est dur, mais quand on y va avec détermination, avec conviction, avec l'énergie qu'il faut, eh bien écoutez, c'est formidable. Moi j'adore les campagnes. Et est-ce que pour une femme, c'est plus difficile que pour un homme ? Pourquoi ce serait plus difficile ? Je ne sais pas. Je pense que nous abordons les choses de manière différente que les hommes. Nous avons plus... je pense que nos relations avec les gens sont différentes. Et nous sommes moins dans le combat, mais nous sommes plus dans cette volonté de gagner tout en
en respectant bien sûr nos challengers, mais en restant complètement fixés sur nos objectifs. Alors, en tout cas, chacun pour leur écurie respective. André Valigny et Michel Destaut se sont opposés tout au long de cette campagne aux primaires. Le président du Conseil général de l'Isère estime que François Hollande sera le mieux placé pour battre Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Non, c'est Martine qui porte le plus ce changement. C'est ce qu'a répondu cette semaine le député maire de Grenoble, comme un écho. Autre pic de cette semaine du sénateur isérois André Valigny. Il critique le positionnement à gauche toute de la maire de Lille. Il rappelle au passage le célèbre pacte de Marrakech passé entre elle et Dominique Strauss-Kahn. Et à l'inverse, il salue la cohérence sérieuse, sans posture ni faux semblant de François Hollande. Et Michel Destaut lui répond que Martine Aubry est forte, solide et sérieuse. Il dit « Elle n'est pas la candidate des aménagements, elle sera la présidente de la transformation ». Une réflexion évidemment un peu envoyée comme une pierre dans le jardin de François Hollande. Ces primaires au PS, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elles ont connu un relatif succès. Elles ont connu un relatif succès. Sur la forme, en effet, je trouve que c'est un succès au regard des scores d'audience et au regard de la participation. À Mélan, 1500 personnes ont voté. Je rappelle que j'ai souhaité qu'on mette à disposition tout ce qu'il fallait en termes de logistique pour que les élections internes se passent correctement. Ceci étant, leurs querelles internes ont apparu, et on l'a vu là à l'instant dans les interventions des différents mandataires, et c'est assez dommage parce que quand on regarde le contexte politique national et international, on se rend compte que le problème est ailleurs. Dans cette crise internationale, pendant que les socialistes se disputent pour savoir qui va être élu, le président de la République, lui, s'active avec les chefs d'État pour savoir comment sauver l'euro et comment sortir droit de cette crise. Le débat était quand même relativement de bonne tenue quand même. Le débat était de bonne tenue, mais des divergences importantes entre les candidats. Arnaud Montebourg qui milite pour la démondialisation, François Hollande qui est totalement à l'inverse. Alors maintenant, quand j'entends que Arnaud Montebourg va voter Hollande, je me demande qui est crédible et qui ne l'est pas. Ou est-ce que ce choix fait en sorte de décrédibiliser la candidature de François Hollande? Enfin, les résultats dimanche soir le diront, et j'espère que tout le monde rentrera dans le rang pour enfin penser au sujet important pour la France. Effectivement, fort de ces 17% au niveau national, Arnaud Montebourg s'est posé en arbitre cette semaine de ces primaires. Et à titre personnel, il a dit ce vendredi qu'il voterait pour François Hollande, mais qu'il resterait disponible pour le gagnant, quel qu'il soit. Le débat, vous le disiez, de mercredi entre François Hollande et Martine Aubry a rassemblé près de 6 millions de téléspectateurs sur France 2. Très rapidement, est-ce que on peut envisager des primaires à l'UMP un jour? Bon, là c'est particulier puisque le chef de l'État sera vraisemblablement candidat, donc c'est particulier, mais en 2017 par exemple. Mais je crois que l'UMP à Paris n'a pas exclu la possibilité d'analyser ce qui s'est passé et pourquoi pas d'organiser. Pour vous, ce serait une bonne idée? Pourquoi pas? Mais à la condition de ne pas créer des querelles internes au parti, comme on le voit là, et je dirais que ça cannibalise tout le reste de ce qui se passe dans le pays et dans le monde, quoi. Marie-Christine Tardy est l'invitée cette semaine du Récap Info. On fait une première courte pause et on se retrouve sur le plateau du Récap Info. À tout de suite. Retour sur le plateau du Récap Info cette semaine avec Marie-Christine Tardy, le maire UMP de Mélan, qui commente l'actualité donc de cette semaine avec nous. On en était à lundi des sacrés coups annoncés par le Palais des Sports de Grenoble. Il annonce en effet 2 concerts événements, la venue à Grenoble de Johnny Hallyday en décembre 2012, puis de Michel Sardou en mars 2013. Pour l'idole des jeunes, les locations sont déjà ouvertes. Pour le chanteur populaire, ce sera à partir du 20 octobre prochain. Et puis des bouchons supplémentaires en perspective sur la 48 au pied de la Bastille. Les travaux préparatoires au chantier de la ligne E du tram se poursuivent. Entre l'Esplanade et Saint-Martin-le-Vinou, on roule plus que sur une voie. Et pour entrer sur l'autoroute, il faut aller jusqu'à Saint-Égrève. Il s'agira à terme de décaler la 48 vers l'Isère pour pouvoir faire passer les 2 voies du futur tramway au pied du mur de soutènement au niveau donc anciennement de Pique-Pierre. Le tram, pour vous Marie-Christine Tardy, c'est un dossier polémique à Mélan, hein?
Un dossier polémique parce que lorsque je suis arrivée à la mairie en 2001, le tram était déjà dans les cartons. Et évidemment, on m'a dit il n'y aura pas le tram, mais le président Bayetto m'avait dit nous pourrons avoir le tram à horizon 2014. Donc nous avons travaillé nos différents schémas d'aménagement de la ville en fonction de cette arrivée du tram, en faisant des réserves foncières, en travaillant avec le SMTC sur les parcours, puisque des études ont été faites sur les parcours. Quand un beau jour, il y a bientôt un an, là, le nouveau président du SMTC m'a dit il n'y aura plus de tram. Donc j'ai été extrêmement étonnée, surprise et évidemment assez déçue. Donc j'ai en cela essayé de démontrer que le tram était important. Nous étions en train de travailler sur le projet de ville dans le cadre du PLU, mais je crois que nous en reparlerons. Et nous travaillions également sur la requalification d'Innovallée. Et ce tram était une des composantes de la requalification et de Mélan dans l'avenir. Donc déçu, oui, et vous avez vivement réagi. Et j'ai réagi en interpellant, en informant la population et en lançant une pétition qui a reçu 4400 signatures. Les gens signent encore aujourd'hui. Là-dessus, moi je pensais que cela aurait fait réagir les partenaires du SMTC, qui ont en effet indiqué aux différents partenaires que le tram c'était compliqué, mais que en fait on pourrait trouver un BHNS et qu'il n'y avait pas d'argent. Un bus à haut niveau de service. Et tout cela parce qu'il n'y avait pas d'argent. Je voudrais quand même mentionner que dans les grands projets liés à l'emprunt d'État, le SMTC a répondu à l'appel à projet pour le tram dont vous venez de parler de l'autre côté et n'a absolument pas parlé du tram de Mélan. Donc je crois qu'il y a une volonté réelle et politique à ne pas doter Mélan d'un tram. Regardez la carte de l'agglomération, nous sommes la branche Est et la seule branche qui ne soit pas irriguée par un tram. Vous y voyez une raison politicienne? Écoutez, je finis par y croire parce que tous les arguments sont bons pour me dire qu'il n'y aura rien. Là-dessus, on m'explique que dans le cadre de la reconfiguration du schéma des transports pour notre secteur, on va mettre un BHNS. Hier soir, nous avons eu la réunion finale sous forme d'un comité de ligne. On nous a expliqué en effet que le BHNS n'y serait pas, que le tram encore moins évidemment, et que le site propre, qui est le préalable à tout transport rapide digne de ce nom, n'est pas envisagé sur la totalité du parcours. Lorsque le SMTC a fait voter cette délibération au mois de juillet, nous avons porté par la voix de Jean-Claude Perrin un certain nombre d'amendements qui ont été refusés. Et ces amendements portaient sur à la fois l'engagement de M. Bayetto à l'époque et surtout les travaux que le SMTC a conduits au titre des études préalables. Tout ceci a été gommé, nos amendements rejetés. Et hier, à la présentation de ce comité de ligne, j'ai eu confirmation que rien n'avait été retenu. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de renforcer en effet la ligne qui va remplacer la 6020, puisque le Conseil général a souhaité se retirer du dispositif. Mais pour renforcer cette ligne-là, on a déshabillé les lignes secondaires, et notamment toutes les lignes du haut de Mélan, de Coran et de la Tronche. Alors, on oppose les populations les unes aux autres. On indique qu'on va essayer de mieux desservir les populations qui sont sur l'arête de Mélan et au prix d'un déshabillage du haut. Et hier, les gens ont exprimé leur mécontentement sur ces dispositifs-là. Donc vous êtes en train de nous dire, donc d'abord on va revenir à ce BHNS, ce bus à haut niveau de service, donc qui est un bus à forte cadence sur un parcours en ligne propre. En fait, c'est un tramway sans les rails, quoi, pour être clair. Ça, vous ne l'aurez pas non plus. Je ne l'aurai pas non plus. Et l'ensemble du secteur a été, de la distribution du secteur a été revue. La distribution du secteur a été revue parce que, je vous dis, le département a souhaité se retirer de la 6020. Donc le SMTC a dit nous devons le reprendre à notre compte. Aujourd'hui, le 6020 passe à peu près toutes les 10 minutes quand il est à l'heure parce qu'il n'est pas à l'heure, j'entends aux heures de pointe. Le SMTC, qui préalablement nous avait dit aux entreprises que le nouveau cadencement serait de 5 minutes, n'est plus que de 8 minutes, voire 10 minutes. Donc il n'y a pas d'amélioration. Et comme il n'y a pas de site propre, il n'y aura pas non plus d'apport qualitatif sur cette desserte-là et notamment sur la desserte d'Innovallée. Qu'est-ce que vous allez faire là?
Eh bien, hier, j'ai constaté, comme l'avait fait Jean-Claude Perrin, qu'il n'y avait absolument rien à faire parce que nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. Donc je pense qu'il faut que les usagers se rendent compte de ce qui sera proposé à partir du 16 janvier, puisque c'est le 16 janvier que c'est mis en œuvre. Et puis comme le CMTC nous a promis un rendez-vous d'évaluation dans un an, et qu'à ce rendez-vous d'évaluation, les gens exprimeront ce qu'ils pensent de cette nouvelle offre de transport. Pour expliquer la non-venue du tramway sur votre commune de Mélan, quand même le président du SMTC, Michel Issindou, avait expliqué que le potentiel de clientèle n'y était pas et qu'il n'excluait pas à terme un tramway si des projets structurants, des projets urbanistiques voyaient le jour. Là aussi, c'est un argument qui n'est pas du tout correct, parce que quand vous regardez sur Saint-Martin-d'Air et sur les nouvelles lignes, à combien vous avez de montées et de descentes, on en est à 4000. À Mélan, du temps du président Bayetto, on était à 12-13 000 dans les évaluations du SMTC. Aujourd'hui, curieusement, on est passé à 7-8 000. Je trouve que c'est tout à fait inacceptable, inélégant et pas correct d'avancer ce genre d'argument pour indiquer qu'on n'est pas dans les clous. Il s'agit pour nous de prolonger la ligne B. La ligne B, elle n'a pas 8000 montées et descentes par jour. C'est-à-dire la ligne B, dans son cœur de chauffe, j'allais dire, il y a 40 à 50 000. Et quand le tram va jusqu'à Sassenage, à Sassenage et à Cessin, au bout, il n'y a pas 40 000 personnes. Donc, Mélan se situe dans le dispositif de ce qui existe en bout de ligne. Il est normal qu'il y ait un peu moins de monde en bout de ligne qu'en cœur de ligne. Mais je veux dire, on avance n'importe quel argument pour indiquer que Mélan ne sera pas desservi. Donc, ma candidature aux législatives s'inscrit aussi pour défendre ce territoire et le territoire de la première circonscription. Alors, il y a un autre dossier quand on parle de transport à Mélan, c'est l'hélice, hein, ce fameux morceau, cette bretelle de sortie de la rocade sud qui permettrait d'aller directement sur Inno-Vallée. On en est où de ce chantier? Un chantier qui devrait s'achever très bientôt mais qui a longtemps été à l'arrêt. Alors c'est un chantier qui était inscrit de plan en plan dans les plans contrat État-région depuis au moins une vingtaine d'années. Et puis, avec beaucoup de difficultés, nous avons pu à la région le faire sortir avant que ces plans n'aient plus de vie, j'allais dire, puisqu'ils ont été remplacés par autre chose. Et en effet, un financement de 4 millions d'euros. C'est un financement de 4 millions d'euros, donc par l'État. Les travaux ont commencé et les Verts l'ont attaqué. On fait un recours au tribunal administratif qu'ils ont gagné. Le préfet, parce que c'est un recours contre l'État, le préfet a fait appel de la décision et l'appel a autorisé à poursuivre les travaux. Donc tout ceci a pris du temps. Travaux repris après 1 an et demi d'arrêt, je crois. Hein. Oui, 1 an et demi ou 2 ans. Donc les travaux ont repris avec un calendrier qui indiquait que la fin des travaux se situait fin de 2011. Or, les services de l'État nous ont indiqué qu'il y aurait 2 mois de retard. C'est dommage parce que, 2 mois de retard, c'est pas grave sur l'échelle du temps de cette opération-là, mais je pense que j'en suis convaincue que ce parachèvement de la sortie sur Mélan est indispensable pour les entreprises d'Inno-Vallée, pour le désengorgement de la circulation et va permettre d'accéder plus vite à la fois dans la zone économique mais aussi dans la commune. Les Verts disaient pour s'opposer à ce projet que cet aménagement de l'hélice était un peu antinomique avec le développement du tramway. Sauf qu'il n'y a pas de tramway. Toujours la même chose, ni tramway nord-sud, ni tramway est-ouest. Allez, puisqu'on parle de transport, les initiatives se multiplient pour tenter de limiter le nombre de voitures dans les embouteillages aux entrées de Grenoble chaque matin. Le covoiturage peut être une des solutions. 5 grandes entreprises de l'agglomération l'ont intégré dans leur plan de déplacement d'entreprise. Nicolas Troin. Le rendez-vous est rituel avenue Jean Jaurès. Tous les matins, des personnes s'attendent au bord de la route. D'abord 2 de la même résidence, puis 3 et enfin 4. Ils partagent leur véhicule pour aller au travail. Un trajet quotidien entre Ebens et Saint-Égrève, en périphérie de Grenoble. Ça fait 12 ans que je fais de covoiturage. J'économise par an environ 5000 km que je ne fais plus, ce qui représente à peu près 550 € de gain. On se fixe une heure maximum, qui est de 7h moins le quart. Et si quelqu'un n'est pas là à 45, on s'en va. Pour 15 minutes de trajet, 3 voitures de moins sont mobilisées et plus de 1000 litres de carburant sont économisés à l'année. Mi-septembre, l'entreprise qui les emploie a mis en place un système de covoiturage en ligne. On a créé une communauté Arémont SARL, donc qui est vraiment propre à nos salariés.
Donc après, ils ne sont pas cantonnés à cette communauté. En fait, ils peuvent s'ouvrir à toutes les autres communautés qui existent sous ce site Covoiturage 38. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de faire baisser notre consommation de CO2. On a établi un bilan carbone. On a cherché des solutions pour faire baisser cette consommation et le covoiturage nous a semblé la meilleure option, en tout cas pour le moment. On est à une vingtaine de personnes qui se sont inscrites, sans compter en fait ceux qui covoiturent déjà depuis un certain nombre d'années. Pour instaurer leur plan de déplacement entreprise, la société s'appuie sur l'expertise d'un des 5 principaux acteurs du covoiturage par Internet en France, basé à Grenoble. Notre métier, c'est de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités qui nous appellent en disant « voilà, on a besoin de faire covoiturer nos gens ». D'abord, on met en place les outils informatiques de mise en relation. Deuxièmement, on travaille sur la communication pour le lancement, mais aussi pour toute la durée du contrat. Et enfin, on s'occupe de la mesure des covoiturages réellement effectués. On a fait l'enquête sur 2400 personnes au Grand Lyon, qui a révélé que 2 personnes qui essayent une première fois continuent tout de suite. 2 personnes sur 3, pardon. Nous, on travaille déjà sur convaincre les gens à le faire une fois seulement. Et après, éventuellement, une fois par semaine. Et finalement, ils augmentent le rythme tout seuls s'ils ont envie. Il faut essayer et après, on en reparle, j'ai envie de dire. Le covoiturage, une solution également pour diminuer le trafic autour des agglomérations et augmenter la moyenne d'un passager et demi par voyage. Le covoiturage qui fonctionne notamment chez vous, Marie-Christine Tardy, à Mélan, sur la zone d'Innovallée, une zone sur laquelle on va revenir dans un instant en évoquant sa restructuration, sa réhabilitation. La commune de Mélan en a fait une de ses priorités ces dernières années. On poursuit avant cela notre survol de la semaine. Mardi, Jean-Luc Blache en garde à vue, puis mis en examen. L'ancien président des Brûleurs de Loups doit répondre d'abus de biens sociaux, abus de confiance et faux. Jean-Luc Blache avait quitté son poste aux Brûleurs de Loups en 2009 en laissant un déficit de 380 000 €. Il est aussi conseiller municipal à Échirolles. Il ne faut pas faire d'amalgame, dit le maire Renzo Sully, qui lui a toutefois demandé de se mettre en retrait pendant la durée de l'instruction. Mardi également, l'arrivée à son poste à Grenoble de la nouvelle directrice de la PJ. La commissaire Joëlle Comte succède à Christophe Gava, qui a été suspendu pour son implication présumée dans l'affaire Néret. Et puis environ 3000 personnes mardi dans les rues de Grenoble pour dire non à l'austérité du plan de rigueur. Bien placés dans le cortège, on trouvait les facteurs du centre postal d'Échirolles en grève depuis 15 jours. Reportage de Lucie Thierry et Mathieu Simard. Pas très suivi, la mobilisation n'aura rassemblé que les militants des principaux syndicats interprofessionnels. Parti d'Alsace-Lorraine à 10 h, les manifestants se sont réunis aujourd'hui pour dénoncer le plan d'austérité du gouvernement. Parmi eux, un groupe se détache et colore le cortège en jaune et bleu. En grève depuis 17 jours, une quarantaine de facteurs des centres d'Échirolles, de Clé et de Pont-de-Clé ont rejoint le mouvement. Ils lancent aujourd'hui un SOS. En cause, un plan de restructuration prévu le 18 octobre. C'est des suppressions d'emplois permanentes. On nous demande du travail supplémentaire dans le même temps de travail, ce qui n'est pas possible. Et malheureusement, on est en train de nous presser comme des citrons et on a des facteurs qui craquent. On a eu 2 tentatives de suicide sur Échirolles. D'autres, plus une collègue du centre de chèques de Lyon, de Paris, qui s'est suicidée il y a à peu près 15 jours. Ça, on n'en a pas trop parlé. Donc au jour d'aujourd'hui, on est complètement en train de détruire notre métier et on aimerait simplement garder notre métier de facteur et arrêter qu'on nous presse pour avoir plus de résultats et pouvoir faire plus d'investissements. Après ces recherches, la direction n'a pas trouvé de preuves suffisantes confirmant l'existence de ces tentatives de suicide. Elle exclut également toute suppression de postes en Isère et parle plutôt de réorganisation. Réorganisation justifiée puisque toujours selon la direction, le volume de courriers traités aurait baissé de 5 % en un an. Pour l'instant, les négociations avec les syndicats sont dans la passe et les facteurs pourraient durcir leurs moyens de pression dans les prochains jours. Et en cette fin de semaine, les facteurs du centre postal d'Échirolles sont toujours en grève. Alors manifester contre l'austérité, tout le monde semble à peu près d'accord. C'est jamais très agréable l'austérité. C'est jamais très agréable, mais il y a une situation qui est réelle et qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire quand dans une famille, vous n'avez plus les moyens d'avoir le train de vie que vous aviez préalablement, eh bien vous recentrez les dépenses sur l'essentiel. Et où que nous soyons, nous devons faire la même chose. C'est ce que vous faites à la mairie de Mélan. Il y a une rigueur Évidemment, il y a une rigueur. Nous avons mis en place une GPEC, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, justement pour essayer de répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on peut faire avec les apports des nouvelles technologies. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait moins 5% de distribution de courrier, mais une réalité, c'est que Internet a quand même pris la place un petit peu de la Poste. Eh bien, pour nos collectivités, c'est pareil. On a mis en place l'inscription dans les cantines en ligne, on a mis en place un certain nombre de choses en ligne qui, évidemment, par voie de conséquence, nécessite un peu moins de personnel. Alors, quand quelqu'un part à la retraite, eh bien, on analyse la pertinence du remplacement et surtout la pertinence d'une réorganisation qui permettrait à tous de mieux travailler et de travailler avec efficacité. Mélan est une commune relativement riche, 28 millions de budget en dépenses de fonctionnement, 6 millions en dépenses d'investissement. On a du mal à croire que la rigueur, l'austérité va jusque dans des communes les plus aisées de l'agglomération. Écoutez, la situation est telle, c'est que les concours extérieurs n'existent plus. Le Conseil général a décidé de retirer toutes ces subventions. Le Conseil général, non, ça c'est le Conseil général, pardon. Et quand j'entends toutes, ça veut dire les subventions pour les écoles, les crèches, petite enfance, etc. Le Conseil régional a aussi des budgets tendus, donc donne moins. La métro, écoutez, il y a 3 jours, vous avez vu la situation financière de la métro qui est quand même baptisée de mauvais élèves, hein, c'est le journal qui le dit. Donc là aussi, il y aura moins de distribution. L'État, j'en parle pas. On peut compter que sur soi-même. Donc on peut compter que sur soi-même, mais surtout son inventivité et son bon sens pour faire bien avec moins. Et comment on fait? Alors on fait des économies sur les départs à la retraite, on réfléchit avant de remplacer, oui. Et puis Eh bien, on essaie de voir comment on peut rationaliser, comment les technologies, je ne vais pas dire nouvelles, mais existantes, nous permettent de faire des économies d'échelle en mutualisant les services, et pour autant, le périmètre du service public n'a pas baissé à Mélan. Au contraire, l'année dernière, nous avons augmenté le nombre de places d'accueil en crèche à budget constant. Voilà. Merci Marie-Christine Tardy, vous êtes l'invitée cette semaine du Récap Info. On fait une deuxième courte pause. On reparlera un petit peu d'urbanisme dans un instant. Vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour ce Récap Info dont l'invité cette semaine est Marie-Christine Tardy, maire UMP de Mélan. On en était à mercredi. Mercredi, la crise chez Becton Dickinson à Pont-de-Claix. L'industriel qui produit des seringues va supprimer 67 postes. BD doit faire face à une baisse des commandes liées aux difficultés rencontrées par ses clients, les hôpitaux, les laboratoires, qui sont eux aussi confrontés à la rigueur des politiques de santé publique. Un plan social est donc en préparation pour le début 2012. Un plan qui n'est pas justifié selon les syndicats. Nous, on estime que les 67 postes qui sont visés c'est pas justifié. On est dans une entreprise qui se porte très bien, qui effectivement n'a pas de croissance à 2 chiffres depuis 2 ans, on va dire, mais qui en a eu une de croissance à 2 chiffres pendant des années et des années. Donc on estime que s'il y a un petit temps d'arrêt sur notre production, ça ne justifie pas 67 personnes qui doivent partir de l'entreprise, 67 personnes punies en fait. Pas grand-chose nous a été proposé, si ce n'est qu'on nous affirme que ça va être sur la base du volontariat, les départs. Donc on estime que nous, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est que le volontariat va être forcé à un moment ou à un autre. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Et on précise que Pont-de-Claix est le seul site en France de Becton Dickinson. 1700 salariés environ y travaillent. On en vient à l'économie, Marie-Christine Tardy. On parle beaucoup depuis le début de l'émission d'Innovalet. Il faut dire que Innovalet, c'est quand même un gisement d'emploi très important dans votre secteur. Une vaste zone d'activité spécialisée dans l'informatique, l'innovation. Une zone qui est à cheval, d'ailleurs, sur les communes de Montbonneau et Mélan. Une des premières IRST, comme on disait à l'époque, de France, c'était dans les années 70, mais qui est aujourd'hui vieillissante, qui nécessite de gros travaux de réaménagement, d'adaptation. Alors, tout à fait. Donc, la ville de Mélan a choisi d'avoir un rôle d'incitateur parce que les entreprises ne nous appartiennent pas. Nous avons une partie du foncier, mais pas la majorité, et qu'il s'agit
de mettre tout le monde en ordre de marche et d'accompagner celles et ceux qui veulent muter de façon intelligente. Donc nous avons, dans un premier temps, fait faire une étude sur le diagnostic, comme ce qui se passait, et cette étude nous a permis ensuite d'aller, d'abord de comprendre la situation réelle et d'aller vers les industriels pour savoir ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient de façon partenariale. Donc ce travail s'est fait avec Innovalet et la métro, puisqu'il y a la compétence économique. Ce travail qui a duré bien 2 ans à 2 ans et demi nous a permis d'aboutir aujourd'hui sur un plan d'action. Et dans le plan d'action, nous avons bien avancé parce que nous avons constitué l'instance de gouvernance qui est une SPLA. Ça a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Cette SPL, Société publique locale d'aménagement, qui est constituée en partenariat avec les communes de La Tronche, Coran, Mélan. Et cet outil permet aux communes de réaliser un certain nombre de travaux, de requalification, d'aménagement. Les communes de La Tronche et Coran, qui font partie du canton, sont intéressés d'avoir à disposition cet outil qui est un outil de mutualisation pour réaliser un certain nombre de choses. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la requalification d'Innovalet. Ensuite, nous avons lancé un appel à projet sur ce qu'on appelle la partie sud de Malaché. On a découpé le secteur d'Innovalet-Mélan en secteur prioritaire. Et le secteur prioritaire est Malaché Sud. Pourquoi? Parce que c'est sur ce secteur-là que Mélan possède du foncier. Donc nous allons pouvoir ainsi impulser et mettre à disposition le foncier. Donc l'appel à projet a été lancé au mois de juillet. Il y a 3 candidats qui ont retiré le dossier et les travaux de ces candidats vont nous être rendus au mois de novembre. Donc là, c'est des nouvelles implantation d'entreprise, c'est ça? Non, l'appel à projet, c'est la réunion d'architectes, d'urbanistes, de promoteurs, d'investisseurs qui sont intéressés à travailler là, de façon partenariale évidemment, avec la ville. Et une fois que le lauréat aura été retenu, eh bien, nous mettrons en lien le lauréat avec toutes les personnes qui souhaitent s'agrandir, s'installer, muter, de manière à ce que l'opération ait du sens, soit efficace et aille vite. Alors pour qu'on comprenne bien l'enjeu, Innovalet, on rappelle que ce sont 110 hectares donc à cheval sur 2 communes, 65 je crois sur votre commune de Mélan. 45 à Montbonneau. Voilà, au total 327 sociétés dont 200 à Mélan, près de 10 000 emplois au total, dont la moitié sur votre commune. Il s'agit essentiellement, quand vous parlez de mutation, de réadapter des bâtiments qui sont un peu vieillissants. La directrice d'Innovalet était venue sur le plateau de Télé Grenoble nous dire que notamment le développement durable devait adapter les bâtiments au développement durable et notamment à la haute qualité environnementale. D'une part, et d'autre part, nous avons des entreprises sur Innovalet qui souhaitent trouver un peu plus de surface. Donc cette opération leur permettra aussi, quand je dis de muter, de se relocaliser de façon plus confortable. Voilà. Et pour qu'Innovalet reste accessible, il faut attirante, attractive, il faut qu'elle soit accessible. On revient sur ce fameux dossier du déplacement qui est un enjeu essentiel sur ce secteur. Essentiel, un enjeu essentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai 10 000 salariés sur les 2 zones. Essentiel, et cette question essentielle, puisque vous l'avez dit, Innovalet est installé sur 2 communes, et sur 2 communes qui font partie de 2 entités territoriales différentes. Montbonneau fait partie du Grésivaudan et nous de la métro, comme vous le savez. Eh bien, ces 2 entités ont des autorités organisatrices des transports en commun différentes. Et la difficulté qui existe aujourd'hui, c'est que ces 2 autorités organisatrices ne donnent pas l'impression de travailler ensemble pour qu'il y ait un transport en commun en site propre qui puisse aller de la gare à Crolles, par exemple. Et on se rend compte que toute la vitalité économique se situe sur ce sillon-là, qui est une partie du sillon alpin, qui va de Genève à Valence. Et ce sillon-là est excessivement important. Nous faisons partie du pôle de compétitivité minalogique. Nous sommes le cœur du logiciel. Et l'étude que nous avons conduite a fait ressortir qu'il était important aussi qu'on travaille sur les Green IT. Donc tout le monde se place sur l'avenir, sauf les personnes qui décident de l'organisation du transport en commun, et ce qui est quand même très dommage. Les Green IT, les technologies vertes. Les technologies vertes. Et c'est dommage que cela ne soit pas accompagné par nos partenaires
d'une majorité qui n'est pas la mienne. On a bien compris le message. Sur ce dossier-là. Allez, on enchaîne. On poursuit notre survol de la semaine. Cette semaine, un pilote qui a eu beaucoup de chance dans le Beaumont, sur le petit altiport de la Salette. Son avion a raté son atterrissage en s'écrasant contre les arbres en bout de piste. Le pilote, un Marseillais de 54 ans, n'a été que légèrement blessé. Et puis de l'argent frais dans les caisses de Saint-Martin-d'Air. Pour plus de 32 millions d'euros, la ville a vendu 424 logements qu'elle avait achetés dans les années 50 et 60. Des appartements qui ont été rachetés par l'OPAC, qui va maintenant devoir réaliser d'importants travaux de remise aux normes. Puisqu'on parle de logement à Grenoble, l'avenir du quartier Flaubert fait débat. Un projet d'aménagement prévoit la création de 2000 logements. La densité, la création de tours, la réduction des espaces verts, autant de sujets sensibles. Reportage de Lucie Thierry. Ça va plutôt très bien pour vous, mais pas pour les habitants, je vous le dis. Des échanges vifs venus interrompre l'exposé d'Yves Lyon. L'architecte en charge du réaménagement du quartier Flaubert a déclenché les passions. En cause, la densification de l'espace urbain. La densification ne doit pas se calculer, et ça fait longtemps que je le dis, sur Grenoble, mais au moins sur l'agglomération grenobloise. D'ici 20 ans, 2000 nouveaux logements devront voir le jour entre la rue Marcellin-Berthelot et le cours de la Libération. Le tout concentré sur 90 hectares. Des chiffres raisonnables pour l'urbaniste. Franchement, c'est très peu. C'est juste une dose qui convient à la situation et à justement la particularité de ce genre de quartier. Le quartier s'étendrait aussi vers le haut. Une tour de 38 étages de logement devrait sortir de terre en face de la MC2. Et là encore, des mécontents se font entendre. Ça va être relativement, pas désagréable, mais catastrophique en termes d'ensoleillement. Donc la qualité, enfin le fait d'avoir des grandes tours en pleine ville et très serrées, va forcément nuire à la qualité. De nouveaux arrivants pour un quartier plus dynamique, les commerces gagneront du terrain. Ce quartier a l'avantage et la qualité d'avoir une certaine mixité existante. Donc l'objectif c'était de le conserver avec des activités économiques et de pouvoir justement, par l'arrivée de ces nouveaux habitants aussi, de pouvoir offrir la possibilité à du commerce de venir s'installer, notamment pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons et où se fait cette exposition. Le secteur 4 se mettra aussi au vert. Un grand parc d'un peu plus d'1 hectare s'étendra entre la Bifurque et la Coulée Verte. Et les habitants pourront bientôt se prononcer sur ce projet de ZAC lors d'une enquête publique. Marie-Christine Tardy, c'est pas toujours facile de concilier les intérêts de tout le monde en matière d'urbanisme. Alors, vous, à Mélan, le PLU a été annulé par le tribunal administratif en 2006. Depuis, vous avez replanché sur ce plan local d'urbanisme, qui a été d'ailleurs présenté il y a quelques semaines au conseil municipal. Un PLU qui propose une projection sur les 15 ans qui viennent, c'est ça ? Sur les 15 ans qui viennent, et un PLU qui est fondé sur un travail partenarial avec les habitants, sur une concertation qui est intitulée Mélan réinvente Mélan. Donc nous avons eu un certain nombre de réunions thématiques sur le logement, l'emploi, le transport, le commerce, etc. avec les Mélanais, et cela nous a permis de définir un projet pour la ville qui a été écrit dans le plan d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD, lequel PADD s'est décliné de façon graphique avec le PLU. Qu'est-ce que veulent les Mélanais ? Les Mélanais ne veulent en aucun cas que la qualité de vie à Mélan bouge. Ils sont très fiers de leur qualité de vie, ils sont très fiers des parcs, ils sont très fiers du service public. C'est difficile ça quand on doit densifier. C'est difficile quand on doit densifier. Donc nous avons travaillé avec nos citoyens, nos Mélanais, et la densification va finalement se situer sur 2 secteurs. Le secteur d'Innovallée, puisque Innovallée, on va y trouver une mixité de fonctions, emploi, économie et logement. Davantage de logements que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Davantage, tout à fait. Et puis, sur la partie entrée de ville, lorsque le CIMBI aura réalisé les travaux de protection des digues, nous pourrons travailler à la reconfiguration de cette entrée de ville et à la requalification de la grande surface qui est là, et en y adjoignant des logements autour. Donc l'idée, c'est de construire 1800 à 2000 logements dans ces 2 secteurs-là et dans les dents creuses de Mélan. Ce qu'on appelle les dents creuses, ce sont des propriétés familiales importantes qui, à la faveur de succession, mutent en petits collectifs. Et nous en avons quelques exemples aujourd'hui. Voilà. L'objectif, donc, créer des logements, vous le disiez, des logements sociaux.
Oui. Notamment, on atteindra les 35% si on prend en compte l'accession à la propriété. L'accession sociale à la propriété. Nous avons eu une expérience l'année dernière dans ce domaine-là. Nous avons réhabilité 6 logements dans une friche industrielle et nous avons, en partenariat avec évidemment les promoteurs sociaux, ces logements ont été vendus à 6 familles et qui sont heureuses de pouvoir devenir propriétaires en payant un loyer qui correspond à celui d'un logement social classique. Le logement social, c'est la principale critique de votre opposition, de vos oppositions là-dessus, qui dit que vous êtes un peu timide. Écoutez, je suis timide, mais quand on fait les comptes, j'ai fait plus de logements sociaux le mandat dernier que mon prédécesseur, M. Boucherle. J'ai dépassé les engagements que nous avions pris au PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat défini par la métro. Et lorsque j'entends que je suis timide dans la bouche de mes opposants, quand je vais à la métro, on ne me dit pas du tout que je suis timide, on me dit au contraire, vous avez respecté, vous avez même dépassé et c'est bien. Donc évidemment, nous allons respecter notre signature du PLH et nous allons faire des logements calibrés pour toutes les familles de Mélan. Au final, l'objectif, c'est d'enrayer la diminution de la population à Mélan, d'atteindre les 20 000 habitants. Oui, c'est d'atteindre les 20 000 habitants et justement de rentrer, de faire marcher la roue à l'envers. Toutes les communes de France perdent en population, toutes les communes vieillissent, toutes les communes ont des familles qui décohabitent, qui vivent seules, des familles monoparentales. Et il faut du logement pour tout le monde. Donc, construire du logement et de façon un petit peu plus importante que d'habitude va nous permettre de maintenir la population autour des 19-20 000 habitants. Allez, Marie-Christine Tardy, il nous reste à peine 1 minute. Qu'est-ce que c'est que cette innovation lancée cette semaine à Mélan? Un smartphone, Mélan Mon Appli, expliquez-moi. Alors, c'est une initiative originale qui, on va la qualifier de seconde génération du téléphone vert. Vous avez un smartphone, vous êtes dans la rue, vous trouvez qu'il y a un trou ou un arbre qui est tombé. Alors vous un éclairage qui ne marche pas. Un éclairage qui ne marche pas. Vous prenez le smartphone, vous faites une photo de ce qui ne va pas, vous l'envoyez où il faut, c'est-à-dire que l'application permet l'envoi à qui de droit. Donc Mélan Mon Appli. Mélan Mon Appli. On envoie la photo qui arrive au centre technique pour ne rien vous cacher. Le centre technique récupère cette information, indique à l'expéditeur qu'il l'a reçu et indique à quel moment ça va être fait, c'est-à-dire excessivement rapidement. Donc seconde génération de la ligne verte et puis efficacité, propreté, intelligence, pour le cadre de vie, nouveauté, bien sûr pour le cadre de vie et ce qui va tout à fait dans l'esprit mélanais, Green E.T. Merci beaucoup Marie-Christine Tardy d'avoir été l'invitée du Récap Info cette semaine. Merci à tous de votre fidélité. Vous retrouvez cette émission dès mardi sur notre site internet. Rendez-vous en ce qui nous concerne la semaine prochaine.